Bonjour! Concluons notre cours d'éducation canine tout à repenser. Pour une éducation réciproque, 5e partie. Les chemins de l'éducation réciproque. Nouvelle manière de concevoir l'éducation du chien. Retenons de tout ce que nous venons de dire 3 principes simples. Le premier est qu'il est certainement inexact de penser qu'une bonne intelligence avec un chien passe par une forme ou une autre de domination. Le chien n'a pas besoin d'être soumis pour être heureux de partager notre quotidien. Le second est que cet animal, comme d'ailleurs tout être vivant, ne peut être heureux que s'il se trouve en harmonie avec un environnement au sein duquel il développe des compétences et des talents. Le troisième est que cette espèce éprouve une véritable satisfaction à communiquer, à échanger, y compris dans le cadre d'une relation interne spécifique. La plupart des chiens, mais peut-être pas tous, nous y reviendrons, éprouvent un véritable plaisir à nous comprendre et à se sentir compris de nous. Normalement, le chien adore nous comprendre. Un programme d'éducation qui voudra s'appuyer sur ces principes commencera par initier un minimum de vocabulaire commun. Cela s'apparentera peut-être à ce que l'on appelle éducation de base, mais dépouillé de tout objectif de soumission ou d'initiation à l'obéissance. Par la suite, on recherchera tout ce qui peut faciliter la communication entre le conducteur et son animal, à commencer par la communication tactile, caresse, massage, toilettage. Viendra ensuite la phase où l'on cherchera à développer les talents, le but étant de donner les bons nutriments. La perfection est presque atteinte quand le programme permet au chien de trouver un rôle, une sorte de fonction au sein de sa famille d'accueil, fonction dont il se sait réellement investi et pour laquelle il se sent reconnu. Dans un tel contexte, le chien n'est plus un esclave soumis, mais le partenaire volontaire d'une action commune. Exactement ce pourquoi certains loups, mais pas tous, ont choisi de rejoindre notre espèce. Précision. Plusieurs remarques avant de poursuivre. Tout d'abord, nous avons parlé d'une période d'apprentissage initial d'un vocabulaire minimal commun. Pourtant, dans bien des cas, une telle période n'a pas d'existence réelle bien limitée et se produit au contraire de manière naturelle tout au long de la croissance. La plupart des éducateurs vous diront qu'ils n'ont jamais rien appris à leur chien personnel ou que si un tel apprentissage a eu lieu, il s'est construit de manière inconsciente et instinctive. Une seconde remarque sera peut-être de nature à surprendre le plus grand nombre d'entre vous. Il est pourtant certain que cette manière de concevoir l'éducation, ses principes et ses objectifs, n'a rien de révolutionnaire et que tout au contraire, elle est fort proche de ce que pratiquaient, et peut-être depuis des millénaires, tous les anciens éducateurs. C'est qu'en effet, cette étrange idée de chien soumis, hiérarchisé, est beaucoup plus récente que nous voulons le croire. Elle n'était pas du tout la préoccupation des éducateurs d'autrefois, qui n'avaient de souci que les chiens de travail. L'objectif n'était pas que le chien soit soumis et obéissant, mais qu'il fît bien ce pourquoi il était sélectionné. Or, nous l'avons compris maintenant, un animal qui fait bien ce qu'on attend de lui, et qui en a conscience, est un animal heureux, qui s'intègre naturellement et sans autre forme de procès dans une société humaine. Vous souvenez-vous de ce que nous avons dit avant ? La plupart des chiens, mais peut-être pas tous, éprouvent un véritable plaisir à nous comprendre et à se sentir compris de nous. Peut-être pas tous. Cela signifierait-il que certains individus pourraient se montrer rétifs au charme de notre espèce ? Eh bien, la réponse est oui. Cela concerne par exemple certaines races particulières comme le dingo, qui évite le plus souvent autant qu'il le peut toute promiscuité avec nous. Mais cela peut concerner dans certains cas certains individus. Et si nous voulons réellement reconnaître aux animaux une personnalité individuelle, nous devrions admettre cette éventualité, et mieux que cela, la respecter. Pas facile à mettre en œuvre dans un pays comme la France, où le concept même de chien libre est dénié par la loi. Vie quotidienne. Voyons maintenant comment nous pourrons appliquer ce dont nous venons de convenir à la vie quotidienne. À tous les chiens, il convient donc de proposer des activités régulières, répétées, le plus possible en rapport avec les dons naturels de l'animal, mais pas exclusivement.
les nutriments absolument nécessaires à son harmonieux développement. Un sujet tout à fait important à enseigner aux conducteurs est ce que nous appellerons la promenade active. Une promenade active est une promenade au cours de laquelle le conducteur ne cesse de solliciter l'attention de son compagnon, de lui proposer jeux et exercices. Ici, il l'invite à franchir un banc ou n'importe quel autre obstacle. Là, il lance une balle ou un jouet. Un peu plus loin, un rampé pour passer sous une clôture. Et puis, on propose de se disputer un jouet en caoutchouc. Ou encore des sauts pour attraper cet objet. Ou encore des huit autour des jambes du conducteur, toujours pour le même objectif. Ce qui est extraordinaire dans la promenade active, c'est l'enthousiasme montré par le chien, qui le plus souvent anticipe littéralement les indications qui vont lui être données. En réalité, ce qu'il faut, c'est initier quelques premiers exercices. Ensuite, soyez sans crainte, le couple conducteur-chien aura bientôt plus d'imagination que vous. Il va sans dire que la promenade active ne se conçoit que sans laisse. Mais entre nous, une promenade en laisse mérite-t-elle ce nom ? La promenade active entretient les compétences du chien, les développe et nourrit de la manière la plus riche la relation du couple. La promenade active sera bien sûr avantageusement complétée par des activités de type club, en rapport avec les compétences et les goûts du chien, mais aussi les goûts de son conducteur. Agility, canicross, obédience, ring, peu importe, pourvu que chacun des deux partenaires y trouve son compte et son plaisir. Avec cependant un point à ne jamais négliger, les activités de groupe. D'une façon ou d'une autre, le chien doit avoir l'occasion de contacts répétés et réguliers avec des congénères. Il y va de son harmonieux développement comme de son équilibre. Ici, les promeneurs de chiens, que l'on trouve de plus en plus souvent officiers à la périphérie des grandes villes, peuvent jouer un rôle de première utilité. Habitués à entraîner avec eux un grand nombre de sujets, avec ou sans leur conducteur, ils ne permettent pas seulement une séance d'exercice salutaire aux animaux, ils leur offrent surtout l'occasion d'une relation intraspécifique de grande qualité. Qui donne avec générosité ses nutriments à son compagnon peut avoir la certitude de ne plus avoir à penser éducation, obéissance, soumission. Il aura fait de son compagnon non plus un esclave soumis, mais un partenaire épanoui, heureux de son rôle et soucieux de bien le remplir. Par exemple, pensons au rappel. Comment se conçoit le rappel dans le cas d'un couple conducteur organisé selon les principes que nous venons de décrire ? Le chien ne revient pas, tête et queue basse, parce qu'il est soumis et conditionné à obéir. Il revient au contraire avec enthousiasme et au grand galop, parce qu'il sait que s'il est rappelé, c'est parce que l'on va vers une nouvelle activité, ou que le conducteur adoré annonce qu'il doit se retirer et que le chien ne veut surtout pas le perdre. Résumons le travail de l'éducateur pour un programme d'éducation réciproque. Peu importe l'objectif affiché pour le conducteur du chien, celui de l'éducateur doit être d'aider à construire pour le chien un environnement au sein duquel ce dernier puisse développer ses compétences. Il conviendra donc le plus souvent de manière progressive et pédagogique d'amener le conducteur à partager cet objectif. Dit autrement, il faut peu à peu combattre la tentation du chien soumis pour aider le couple à construire une relation. Aider, rien de moins, mais rien de plus. Cela signifie que l'éducateur doit apprendre à s'effacer aussi vite que possible. Ce qui n'est pas le plus facile. Pour la plus grande partie du public, l'éducateur est une sorte de gourou. Or, il est difficile de quitter le statut confortable de gourou. Et c'est pourtant ce qu'il faudra faire. Le travail n'est réussi qu'à partir du moment où l'éducateur n'a plus qu'un rôle de conseil éloigné, aussi peu directif que possible. Il faut aider le conducteur à construire des activités pour le chien, mais il faut garder à l'esprit que pour finir, le succès final de cette relation durable sera le fait du conducteur et de lui seul. Conclusion. Je ne sais plus qui a dit « Construisez des clôtures et vous aurez des moutons ». Laisse, colliers et autres clôtures ne peuvent pas faire des chiens véritablement partenaires. En revanche, le chien partenaire n'a plus besoin de ces obstacles, en dehors d'une protection épisodique contre les risques présentés par les automobiles. Le bonheur du chien de compagnie est d'être utile pour les personnes qui sont sa compagnie. Il faut oublier l'idée d'éduquer le chien, mais essayer d'apprendre de lui autant qu'il est censé apprendre de nous, ce qui justifie, n'est-ce pas, l'appellation éducation réciproque.
Merci pour votre attention.